La pluie, par une nuit sanglante, c'est ce qui vous calme après une dure bataille. Des centaines de corps gisent au sol, des corps froids et ensanglantés qui ne respireront plus jamais. Leur histoire s'est achevée sur ce champ de bataille. Il ne reste qu'un seul guerrier sur le champ de bataille. Agenouillé autour d'une centaine de corps, l'épéiste inconnu reprend son souffle. Respirant à peine, il regarde le sol et se demande si tout cela en valait la peine. Aurait-il pu éviter toutes ces pertes? De nombreuses personnes sont mortes dans cette bataille. Jeunes et vieux, commandants et soldats ordinaires. Le garçon jeta un coup d'œil en arrière et leva les yeux. L'épéiste lui-même avait eu de la chance pendant le combat et n'avait subi aucun dommage important. Une scène horrible se déroule devant lui. Des centaines de personnes gisent au sol. Chacune d'elles a connu une mort atroce. L'épéiste ne trouve pas les mots pour décrire ses sentiments. De façon inattendue, son flot de pensées est interrompu par des mots qui parviennent derrière lui. Le gars se retourne, perplexe, espérant voir l'un de ses frères. La silhouette au visage pâle continue de parler. Ses paroles montrent clairement qu'elle admire la force de l'épéiste. Le dégoût et la colère se lisent dans les yeux du garçon. Comment cette chose peut-elle encore être en vie? Un garçon se tient debout sur un géant épuisé. Il fait 4 fois la taille de l'épéiste. Qui est-il? Pourquoi, malgré toutes ses blessures, peut-il encore parler? Le géant Agayut est une divinité dotée de cornes et d'ailes. Il respire la majesté. Il y a 20 jours, il est soudainement apparu dans l'Empire. Après son arrivée, la vie du peuple n'a plus jamais été la même. Il commença à semer le chaos avec ses messagers, qui étaient heureux de tout détruire sur leur passage. Agayut était le dernier des 3 géants. L'épéiste marche sur le visage du géant avec toute sa haine. Il entame un dialogue avec lui. Il veut savoir pourquoi il est encore en vie, car en regardant ses actions, il aurait dû être sous terre depuis longtemps. Agayut lui assure qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps et qu'il reviendra bientôt de son côté. Le garçon est sans doute ravi d'entendre cela, car les géants ne sont certainement pas nécessaires sur Terre. Qu'ils rejoignent les autres. Le géant fait semblant de ne pas comprendre de qui il parle. Bien sûr, l'épéiste parle des 2 autres géants qui ont semé le chaos chez Agayut, et il raconte joyeusement ce qui leur est arrivé. L'un d'eux a été complètement rôti par un dragon rouge au tempérament colérique. Le deuxième, gelé pour l'éternité, était un vieil homme nommé Loréon. Se moquant du géant, le garçon demande si tout est clair pour lui maintenant. Agayut, d'une manière ou d'une autre, continue de parler et d'admirer la force de l'épéiste. Les enfants des étoiles partagent ses sentiments. Les enfants des étoiles emmenèrent aussi leurs ennemis avec eux dans le monde. Le garçon resta là tout ce temps, sans interrompre le monologue du géant. Agayut dit qu'il n'y a plus de gens forts sur Terre à cause des enfants des étoiles. Mais comment pourrait-il ne pas exister si l'épéiste est encore vivant? S'il respire encore. Le géant dit que le garçon n'a plus beaucoup de temps à vivre. Il en est très heureux, mais qu'en est-il de l'épéiste? En appuyant son pied sur la tête du géant, l'épéiste continue d'écouter avec confusion. S'il avait pris conscience de ses pouvoirs plus tôt et avait commencé à les perfectionner, il serait devenu un grand obstacle sur le chemin de leur désir le plus cher. Les dents serrées, l'épéiste demande de quoi parle le géant. S'étant un peu calmé, l'épéiste dit qu'il s'en fiche et que d'une manière ou d'une autre, il a perdu la vie. Il était content d'en finir avec le géant. Le géant est toujours impressionné par la force et le courage du protagoniste. L'épéiste est un grand homme, il a donc de quoi être fier. Serrant fermement l'épée dans sa main, le garçon essaie de ne pas la balancer au-delà du cou du géant. Respirant à peine, il continue d'écouter Agayut, qui dit que son monde, d'une manière ou d'une autre, sera bientôt englouti par la radiance des étoiles, après quoi le monde se dissoudra en lui. Sans le laisser terminer son monologue, l'épéiste porte néanmoins le coup final et achève le géant. Sous un coup aussi fort et magistral, la tête du géant s'envola de ses épaules. Et encore le silence. Seule la pluie m'empêche de m'immerger complètement dans mes pensées et de m'oublier. L'épéiste expire calmement. Enfin, tout est fini. Mais comment changer ce qui a déjà été fait? De quoi parlait le géant? Le protagoniste se relève enfin et plonge dans une mare de sang. Celle-ci contenait le sang de centaines de personnes après une bataille acharnée. Chaque respiration est difficile pour le garçon. Il regarde autour de lui, espérant voir ou entendre quelqu'un. Après un bref regard autour de lui, il se retrouve enfin dans ses propres souvenirs. Ce sont ces mêmes souvenirs où tous ceux aux côtés desquels il a combattu côte à côte sont encore vivants. Il se souvient de l'ancien camp, de vieilles connaissances qui, à cette époque, parlaient encore calmement de rien. Le gars se souvient également d'une personne qui lui est très chère, qu'il ne pourra jamais oublier. C'est son meilleur ami, ils se connaissent depuis l'enfance.
Il se souvient des moments d'insouciance qu'ils n'ont pas passés ensemble, les combats qu'ils ont menés ensemble, et bien sûr, il se souvient de leur dernier combat. Dans les souvenirs eux-mêmes, le gars se sent beaucoup mieux, car la cruelle réalité revient, il voit une image cruelle devant lui. Il n'y croit pas, ou plutôt, il refuse tout simplement d'y croire. Tout le monde est là, ses compagnons, ses connaissances et son meilleur ami. Des dizaines de personnes qui ne se remettront jamais sur pied. Quoi qu'il en soit, ils se sont battus jusqu'à la mort pour leur fierté. Mais malheureusement, ils n'étaient pas aussi forts que les péistes. Ils devaient absolument évaluer la situation et fuir le champ de bataille au plus vite. Ils auraient pu éviter toutes les pertes, mais malheureusement, ils sont tous partis. Le protagoniste ne parvient pas à accepter la mort de ses camarades, affirmant qu'ils sont restés aussi frivoles que jamais jusqu'à la fin. Étonnamment, seule l'épée du garçon a pu vaincre les géants, capables de repousser l'aura des plus puissants épéistes de l'Empire. Il commence à comprendre que sans lui, les simples soldats n'auraient pas eu à se battre au front. Personne ne serait mort au tout début. Le héros commence à prendre la responsabilité sur lui-même, pensant qu'il aurait pu sauver tout le monde, mais il a fini par détruire tout le monde. Il n'espère plus entendre aucune des voix familières, le gars tombe à genoux et plonge dans ses pensées. Il y avait un silence complet, on n'entendait même pas la pluie qui tombait depuis plus d'un jour, mais le silence est rompu. Une voix entendue près du garçon cherche quelqu'un de vivant. Le garçon sursaute à ces mots. Enfin, il y a de l'espoir. Peut-être peut-il sauver quelqu'un. Le pauvre inconnu est si gravement blessé qu'il ne peut même pas bouger. Il implore de l'aide. La voix lui est familière. Il sait exactement de qui il s'agit. Les yeux de l'épéiste s'écarquillèrent, incrédules. L'espoir lui traversa l'esprit et il comprit qu'il devait s'y rendre. L'étranger continua de chercher quelqu'un qui pourrait l'aider. Utilisant son épée comme une canne, l'épéiste commence à se déplacer vers l'endroit où la voix est entendue. Il ne croit toujours pas qu'il existe quelqu'un de vivant sur cette planète cruelle. Quelqu'un qui lui parle, hormis ce géant. Chaque pas est difficile pour le gars, mais malgré tout, il avance. Malgré la douleur qu'il ressent, cette douleur qui lui donne envie de tomber et de ne plus bouger. Il arrive finalement sur place et vit devant lui une femme qui avait perdu son bras lors d'une bataille brutale. L'homme est choqué par ce qu'il voit, il la regarde en silence. Le garçon, perplexe, rompt le silence et dit combien il est heureux de voir le commandant en chef vivant. Elle est assise, immobile, seule du sang et des gouttes de pluie coulent d'elle. Adeshan, c'est tout ce que j'entends de ses lèvres. Le commandant en chef est vraiment aussi fort que l'épéiste. Après tout, malgré tant de blessures, elle respire encore. Le gars rassemble ses pensées, regarde le commandant en chef et commence enfin à parler. Pour un commandant en chef, cette femme n'a pas bonne mine. Et il a raison, après tout, elle a subi de nombreuses blessures, dont la perte d'un bras. Elle lui répond qu'il n'a pas bonne mine lui aussi, et lui demande s'il est caporal, par hasard. Bref, elle l'interrompt et dit que ce n'est plus vraiment important maintenant, qu'elle s'intéresse à la situation du géant. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Est-il mort? L'épéiste la ravit en lui disant qu'il l'a tué. La tête du géant repose à proximité. C'est clair, c'est la seule chose difficile que dit le commandant en chef. Respirant encore lourdement, le gars la regarde et ne croit pas qu'elle soit en vie. Il est mort. Le commandant en chef continue de parler un peu plus gaiement. Les larmes aux yeux, elle remercie Ronan pour sa bravoure et son courage, pour avoir pu vaincre le géant. Ronan la regarde sans rien dire. Les larmes continuent de couler des yeux du commandant en chef. Laissant cette pensée de côté, l'homme en profite pour lui demander si elle pouvait écouter sa requête, car elle lui en est très reconnaissante. La femme le regarde avec surprise et lui demande ce que c'est. Ronan continue de parler de ce qui le préoccupe tant, les corps de ses collègues. Traditionnellement, on les abandonne sur le champ de bataille ou on les brûle, mais n'aurait-on pas pu mieux les soigner cette fois-ci? La femme répond qu'elle-même n'en est pas sûre, car Ronan comprend qu'il a meilleure mine qu'elle, alors pourquoi ne pas s'en occuper lui-même? Le gars, dès qu'il commençait à dire quelque chose de contradictoire, de manière inattendue pour lui et la femme, se mettait à tousser fortement, sans s'arrêter, en se couvrant de sa main. Après cela, il tend la main vers la femme et lui montre le sang sur sa main en disant « On ne sait pas encore lequel de nous deux c'est. Malheureusement, l'épéiste peut mourir à tout moment, c'est pourquoi il veut que tous les guerriers tombés soient bien reçus. » Le jeune homme poursuivit sa confession, affirmant qu'il avait passé la majeure partie de sa vie à ne rien faire d'utile et qu'il n'avait accompli que peu de choses. Il était difficile de croire qu'un homme aussi fort puisse mourir si facilement. Pendant ce temps, la femme restait silencieuse, l'écoutant sans dire un mot, mais elle décida de lui demander ce qu'il ferait s'il survivait.
L'épéiste, le sourire aux lèvres et respirant à peine, répondit qu'il avait de nombreux projets et qu'il accomplirait de nombreuses choses. Mais malheureusement, à cet instant précis, une seule chose me vient à l'esprit. Un gars assis et regardant le ciel, tandis que chaque goutte de pluie tombe sur lui et roule. Il aimerait savoir à quoi ressemblent les études à l'académie. Après tout, c'est lui qui n'y est jamais entré. Le commandant le regarde avec surprise et lui demande de quel genre d'académie il s'agit. Le garçon continue de dire qu'il a été blessé par les paroles du géant lorsqu'il s'est moqué de lui, mais en réalité, sa sœur aînée a toujours. Je voulais l'envoyer étudier à l'académie, mais malheureusement, le garçon lui-même comprend qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il retrouvera bientôt sa famille et pourra dire bonjour à tout le monde. Encore essoufflé, il regarde le sol. Le commandant tenta de le consoler en lui disant que dès que la pluie cesserait, une équipe de secours arriverait et les secourirait. Mais le garçon, déjà sceptique, abandonna tout espoir de secours, car il était pratiquement mort. Alors pourquoi continue-t-elle à donner de l'espoir? La pluie qui tombait à verse jusque-là commençait à s'atténuer, les dernières gouttes tombèrent au sol et elles étaient de moins en moins nombreuses. Et ainsi la tempête prit fin. La dernière goutte tomba, mais elle fut plus forte que toutes les précédentes, puis le silence régna. L'épéiste et le commandant écarquillèrent les yeux, incompréhensibles. Comment la pluie a-t-elle pu s'arrêter si soudainement? Y a-t-il vraiment un espoir de salut? Immédiatement après la fin de la tempête, un tremblement de terre a commencé, tellement fort qu'il était même difficile de rester assis. Levant les yeux vers le ciel, le garçon fut choqué. Qu'est-ce que c'est? Ses yeux s'écarquillèrent de plus en plus à chaque seconde qui passait. Devant eux se trouvait une créature qui avait 8 ailes. Elle rayonnait beaucoup plus de grandeur qu'Agayut. Les héros suivirent immédiatement. Des centaines de géants volèrent dans les airs. Des centaines d'yeux les observaient tous les deux. Et chacun d'eux semblait vouloir les détruire tous les deux. L'épéiste sauta immédiatement et tira son épée, ne comprenant pas qui ils étaient, ni d'où ils venaient. Mais il savait qu'il les combattrait jusqu'au dernier. Le commandant en chef, encore plus choqué, n'en croit pas ses yeux. Se pourrait-il que ces 3 géants qui ont pris toute l'armée ne soient pas les derniers? Ne pouvaient-ils pas sauver le monde une 3e fois, même au prix de leur propre vie? Mais cette fois-ci, c'était la plus fatale. La commandante en chef est perdue dans ses pensées. Elle se demande comment empêcher tout cela. Elle a une dernière chance, mais comment? Un cri interrompt toutes ses pensées. Chaque fois, il devient de plus en plus fort. Finalement, revenu à la réalité, l'épéiste put lui crier dessus. Il lui demande de reprendre ses esprits, car ils ont encore beaucoup à faire. Il lui demande de l'envoyer auprès des géants par télékinésie. D'ici, au sol, il ne peut les atteindre. Le commandant en chef, ne comprenant pas ce qu'il veut faire, demande en criant légèrement « Tu veux te battre comme ça ?» C'est tout ce qu'elle a dit. Le type a répondu « Bien sûr que oui. Je ne peux pas rester les bras croisés à attendre la mort. » Les yeux de Ronan sont emplis de colère et de détermination. Il est extrêmement sérieux, même s'il meurt. Il emportera certainement quelques-uns de ces géants avec lui. Le commandant est perplexe face à ses actions. Elle admire sa ténacité et son courage, car se battre même dans une telle situation est un acte très courageux. Mais elle comprend aussi qui il est, car c'est seulement grâce à lui qu'ils ont pu aller si loin et tuer 3 géants. Les créatures ailées les regardent toujours, comme si elles attendaient à quelque chose. La femme rassemble ses forces, respirant à peine. Elle réfléchit à ce qu'il est préférable de faire. Ayant finalement pris une décision, elle se tourne vers le caporal. Ronan se retourne, confus, et dit qu'ils n'ont pas le temps pour des conversations futiles. À ce moment précis, quelque chose se produit qui fait que le gars se fige pour la énième fois de la journée. Le commandant en chef s'approche de lui et l'embrasse. Ronan la regarde, perplexe, ne comprenant pas ce qui se passe. Pourquoi l'embrasserait-elle dans cette situation? Par le baiser, elle a envoyé quelque chose dans la bouche du gars. Qu'est-ce que c'était? L'homme recula, encore plus perplexe, et commença à demander ce qui venait de se passer. Le commandant en chef commence à lui murmurer quelque chose à l'oreille, mais le gars ne parvient pas à distinguer un mot. Il demande à le répéter car il n'a rien compris. Elle continue de parler, mais il ne parvient toujours pas à discerner exactement ce qu'elle veut lui transmettre. Le garçon hurle, ne comprenant pas ce qui se passe. Pourquoi ne peut-elle pas simplement l'envoyer chez ces géants? Finalement, elle parle à Ronan et il peut l'entendre. La femme lui dit que s'ils se revoient, elle lui demande de l'empêcher de commettre des bêtises et de la guider sur le chemin qui mène à la couture. En un instant, elle se transforme en une tailleuse ordinaire qui le regarde et lui sourit. Derrière eux, le géant à 8 ailes commença à observer une couleur différente. Il complotait et se préparait à agir, tandis que le caporal et le commandant discutaient.
La femme continue de déverser son âme avec un sourire dans les yeux, disant que c'est la première fois que cela lui arrive. L'homme la regarde avec surprise et reste silencieux. Il continue de l'écouter. À ce moment-là, le géant prépare une attaque contre eux. Il a un noyau dans ses mains qui émet des éclairs. Malheureusement, à cet instant, il lance un éclair. Tout autour devient bleu et la lueur engloutit le caporal et le commandant en chef. Il y a de la poussière d'étoiles dans l'air. Alors que le noyau s'approche, droit sur eux, est-ce la fin? En un instant, tout se transforme en vide, lumière blanche. Les yeux du gars s'écarquillèrent encore. Que vient-il de se passer? Où est-il? Le ciel est devenu plus ensoleillé. Les nuages ne sont pas gris, mais où est le commandant en chef? À ce moment-là, le gars saute de l'herbe verte. Il essaie de trouver la femme du regard, mais elle est introuvable. Il ne voit qu'un champ vide sur lequel poussent des arbres et de l'herbe. Il comprend qu'il est revenu dans sa ville natale, mais comment est-ce possible? Il voit des enfants nager sur la plage. Il continue de toucher l'herbe, ne croyant pas ce qu'il voit et ressent. Le gars prend de grandes bouffées d'air frais. Oui, il est bel et bien de retour dans sa ville natale. Le gaz est confus et se pose beaucoup de questions. Où est passé le commandant en chef et tous ces géants? Comment a-t-il pu retourner dans le passé? En se dirigeant vers l'arbre, Ronan décida de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Il ne croit pas que les paroles du commandant en chef soient vraies. Est-il vraiment possible de la retrouver et de réparer l'avenir? L'homme est perdu dans ses souvenirs. Et ce moment précis du baiser lui revient. À ce moment précis, le commandant en chef passa quelque chose d'étrange dans la bouche de Ronan. Et finalement, les paroles de la femme devinrent claires dans l'esprit du garçon. Elle lui tendit une sphère de voyage temporel. Ronan l'avala et voyagea dans le temps. Ronan se souvient également des paroles suivantes de la femme. Grâce à cette sphère, elle a pu accéder au poste de commandante en chef, bien qu'elle ne soit qu'une simple couturière. Imaginez deux positions complètement différentes, et elle a été capable de les gérer. Les termes de la sphère ne permettèrent de remonter le temps que 4 fois. 4 fois, l'issue des événements futurs pouvait être modifiée. Elle l'avait déjà utilisée 3 fois, il ne lui restait donc plus qu'une seule tentative. Elle a donné la sphère à Ronan car elle voyait en lui un homme fort et digne. Elle voyait en lui un homme capable de tuer des géants. Se souvenant de ses paroles, le garçon se rappelle aussi qu'elle lui a conseillé d'améliorer ses capacités, et elle est heureuse qu'il le veuille. Elle croit que Ronan est la clé pour sauver le monde. Oui, oui, elle pensait vraiment ce qu'il avait dit plus tôt, quand il avait dit vouloir aller à l'académie. En réalité, il ne parlait que de rien. Le commandant en chef lui conseilla d'intégrer l'académie Philéon. Elle regorgeait de personnes brillantes et exceptionnelles, et y étudier, même très jeune, lui serait bénéfique. Finalement, elle a ajouté « S'il se rencontre d'à nouveau, il devra lui dire de ne pas faire de bêtises et de rester tailleur. » La dernière chose qu'elle a réussi à ajouter était qu'elle avait fait beaucoup de choses, mais que c'était la première fois qu'elle faisait quelque chose comme ça. Ronan reprit ses esprits, se souvenant de tout. Il se souvenait enfin de tout, et il avait un but. Quoi qu'il en soit, il ne croit pas à tout cela. Ce n'est qu'un rêve pour lui, et il doit se réveiller au plus vite. Les passants le regardaient, perplexes. Pourquoi un inconnu percuterait-il un arbre? Il est sceptique quant à ce passé, car même si ce n'est pas un rêve et qu'il est vraiment revenu dans le passé, que devrait-il faire ici seul? Bien qu'il se souvienne de quelque chose, si c'est du passé alors. Le garçon ramassa un bâton dans l'herbe et se leva avec confiance. La même confiance qu'il avait lorsque des centaines de géants le regardaient, lui revint, et maintenant un arbre le regardait comme ça. Rassemblant enfin ses pensées, il fit un pas. Et puis un autre, et finalement il a couru, parce que, en fait, s'il était vraiment dans le passé, alors il pourrait rencontrer sa sœur aînée. Ronan traverse une foule de gens préoccupés par leurs propres préoccupations. Chacun vaque à ses occupations. Certains discutent tranquillement, d'autres font leurs courses, et d'autres encore ont déjà tout acheté. Mais le gars est désormais plus heureux que n'importe lequel d'entre eux, car un petit laps de temps le sépare de la rencontre avec sa sœur. Mais quelque chose le distrait. Quelque part, sur le côté, il entendit les pleurs d'un enfant. Qui est-ce? Un groupe de hooligans locaux a été aperçu sur le terrain, en train d'intimider un pauvre gars. Le gars est mécontent de leurs actions, il doit absolument faire quelque chose. Le pauvre garçon a été pendu la tête en bas. Malheureusement, ce sont les mêmes hooligans dont il se souvenait de son enfance. Mais quoi? L'homme resta figé, perplexe et fixa l'arbre. En fait, l'enfant n'était pas suspendu par une corde, mais par magie. Il se demandait pourquoi il y avait des mages dans un tel endroit. Ils étaient extrêmement précieux sur le champ de bataille, car ils étaient rares. Un vent léger souffle à travers les feuilles des arbres,
Elles se dispersent et volent quelque part plus loin. Un garçon tente de calmer les hooligans locaux en disant que celui qu'il recherchait était ici. Il se demande quand ils cesseront de torturer le pauvre garçon. Si cela continue, quelque chose de très grave va certainement lui arriver. Le garçon, en larmes, les supplie d'arrêter. Après tout, il n'a rien fait de mal. Il dit qu'il n'a rien à leur donner, que lui-même n'a pas d'argent. Le pauvre garçon raconte que le prix des médicaments de sa mère a augmenté ce mois-ci. Les brutes ne vont même pas l'écouter. Elles continuent à se moquer de lui en disant qu'elles s'en fichent. Le principal dit qu'en réalité, il essaie simplement d'arnaquer tout l'argent du pauvre homme. Il ne se soucie pas de la santé de sa mère. L'intimidateur balance sa main et frappe le garçon au visage de toutes ses forces. Continuant à le battre, il dit que s'il veut être un fils digne, alors il doit gagner plus. Les 3 autres tyrans continuent de se moquer du pauvre garçon tout en le regardant se faire battre. Le chef des hooligans se tourne vers le magicien et commence à crier. Il lui demande de soulever le garçon plus haut car il ne reprend pas connaissance. Le garçon se figea à cette demande. Il commença à protester, disant qu'il ne devait pas le soulever plus haut, de peur de le faire tomber accidentellement. Malgré l'avertissement, le tyran continua de persuader le magicien de le faire et surtout de ne pas le laisser prendre. L'expression du tyran changea en une seconde, comme s'il était devenu fou. Il commença à le menacer, lui disant de soulever le pauvre homme plus haut tout de suite, sinon le magicien sera pendu à ses côtés. Le garçon sanglote à ces mots. Les larmes lui montent aux yeux. Comment en est-on arrivé là? Était-il possible que son choix d'apprendre la magie ait été le mauvais? Il pensait simplement qu'il avait le pouvoir de faire quelque chose de bien. Il faut refuser le voyou, pensa le magicien. Gelé par la peur, le garçon se mit à pleurer. Il voulait faire quelque chose de bien, mais il craignait les conséquences, sachant ce qu'elles pourraient être. En se mordant la lèvre, il comprend également qu'il doit surmonter ses peurs. Après avoir rassemblé ses pensées, il interrompit les hooligans. Il est sur le point de porter un coup fatal à toute la bande. Il saura les vaincre tous. Mais contre toute attente, Ronan l'interrompt. Il frappe le mage à la tête avec un bâton, lui disant qu'il peut le tuer s'il libère le garçon de l'arbre. À ce stade, le sort magique s'affaiblit. Le garçon tombe et heurte le sol. Ne comprenant pas ce qui se passe, le voyou se retourne et se met à hurler. Mais qu'est-ce que cet inconnu s'est permis de faire? Même si l'inconnu avait distrait Hassel de sa tâche, le tyran a décidé de s'en prendre à lui. Le garçon s'est immédiatement excusé, affirmant qu'il n'avait pas fait exprès. La voix de Ronan vient de derrière le garçon, lui disant d'ignorer les brutes et de se retourner. Hassel est choqué par ce qu'il a vu. Il a croisé une vieille connaissance. Pendant ce temps, Ronan dit qu'il a besoin de parler à quelqu'un. Très probablement, il fait allusion à l'académie. À ce moment-là, l'intimidateur derrière lui continue de crier sans s'arrêter. Ronan demande où Hassel a appris la télékinésie. Il lui répond qu'il l'a apprise grâce à un livret acheté à un marchand. Le gaz était choqué d'apprendre qu'il était possible d'apprendre la magie à partir d'un livret bon marché. Ronan admire le garçon, mais cela vaut toujours la peine de voir ce qu'il peut faire. Derrière Ronan et Hassel, un son douloureusement familier se fait entendre, même natif. Ronan se retourne et réalise qu'il avait raison. C'est le bruit d'une épée. Devant lui, il voit un garçon désemparé qui est prêt à attaquer Ronan pour l'avoir ignoré. Son regard est si fou que c'est effrayant de le regarder. Il dit qu'il a clairement mélangé quelque chose et qu'il est inutile de le mettre en colère maintenant, puisqu'il a tout simplement cédé il y a quelques jours. Après avoir terminé son monologue fou, il courut vers Ronan en disant qu'aujourd'hui il le remettrait à sa place. Ronan fut surpris qu'un si simplet possède une vraie épée. En un instant, l'épée passa à côté de lui. Il réussit à s'écarter. En fait, bien sûr, ce voyou ne peut même pas se tenir normalement debout avec une épée. Malgré son inaptitude, il compense cela par sa force, et c'est largement suffisant. Certes, tout cela n'a pas suffi à vaincre Ronan. Il a esquivé un instant, se protégeant avec son bâton. Le garçon est choqué de voir comment il a pu esquiver un tel coup. Ronan continue de se moquer du garçon qui peut à peine tenir une épée. Il a beau paraître plus jeune, le savoir qu'il a acquis au cours de son service perdure. Le sens du combat est toujours présent autour de lui. Le tyran, ayant raté son coup, s'est mis à rire, disant que Ronan avait eu de la chance, car il aurait pu le battre si violemment qu'il n'aurait même pas pu soulever une cuillère. Ronan dit ironiquement que la chance est de son côté aujourd'hui, même s'il a été poursuivi par la malchance toute sa vie. On ne sait pas ce que manigance le tyran, mais il dit à Ronan de se mettre à genoux et de demander grâce, et ensuite il le laissera vivre. Sérieusement? Avec le même sarcasme, le gars parle de la peur qu'il ressent.
Continuant à narguer Ronan, le tyran ajouta que même s'il le tuait, il prendrait bien soin de sa sœur. Le garçon se tendit. Comment ose-t-il parler de sa sœur? Ce tyran sûr de lui a commencé à raconter ce qui lui passe par la tête quand il la voit. Ses formes. À cette seconde même, un Ronan enragé fit d'un seul coup ce que ce garçon n'aurait pas fait. Du sang jaillit dans l'air, volant partout et coulant ensuite sur le garçon. Ronan a coupé l'oreille du gars en un clin d'œil. L'oreille était suspendue dans l'air, comme tout ce qui l'entourait. Soudain, l'épée en métal lourd tomba au sol. Le tyran s'est mis à hurler et à pleurer, serrant son oreille coupée. Il hurlait si fort que tous les villageois pouvaient l'entendre. L'expression de ses amis changea instantanément et ils réalisèrent qu'il était temps de rentrer à la maison. L'agonie de l'intimidateur a été interrompue par Ronan. Apparaissant devant le garçon, son apparence inspirait peur et tristesse. Le garçon resta assis à observer sans dire un mot. Les veines de son cou se gonflèrent, et cette fois, le regard de Ronan était fou. Pour qui ce voyou se prend-il? Veut-il mourir? Tout le monde autour d'eux se tut. Ils ne trouvaient même pas les mots pour décrire ce qu'ils venaient de voir. Le reste des hooligans sont complètement choqués que leur chef ait été estropié de la sorte. Et ce serait bien si c'était une épée ordinaire. Mais il l'a fait avec un bâton ordinaire. Ronan interrompit leurs pensées en leur demandant s'ils avaient apprécié le spectacle. Ils sanglotèrent de peur. Après avoir donné un coup de pied à la tête du gars, il a dit aux autres hooligans de le prendre et de se faire larguer et de ne même pas regarder en arrière. N'oubliez pas le plus important. Donnez tout l'argent au garçon. Considérez cela comme une compensation pour avoir gâché son humeur. Bien sûr, ils n'ont pas discuté avec un tel fou et ont accepté. Baissant la voix, il semblait murmurer qu'il donnerait tout. Ronan lança le sac de pièces au garçon. Il le regarda avec surprise. Était-ce vraiment pour lui? Déconcerté, il demanda à Ronan s'il était sûr de ne rien avoir mélangé. Il y avait bien plus ici que ce que les voyous lui avaient mépris. Ronan dit qu'il avait raison car il ne lui manquait que l'épée. Il a également remonté le moral du garçon en lui disant que ces brutes ne l'embêteraient plus. Elle n'aurait tout simplement plus le courage de rôder dans ce quartier. Les larmes aux yeux, le garçon commença à remercier Ronan. Aussi innocent qu'il soit, Ronan commença à dire que ce n'était qu'une bagatelle pour qu'il puisse rentrer chez lui l'esprit tranquille. Mais Hazel les interrompit tous les deux. Rougissant légèrement, il fixa le sol. Le garçon a commencé à s'excuser, presque avec des larmes dans les yeux. Il a déclaré qu'il était clair qu'il présentait ses sincères excuses au garçon qu'il tenait. Il a compris qu'il ne pouvait pas écouter ce voyou. Ronan savait qu'il ne pouvait pas faire ça, même menacé, et qu'il serait battu. Incapable de se contenir, Hassel se mit à pleurer, se disant terrifié. Il ne put s'arrêter. En sanglotant, il continua à dire que tout était de sa faute et qu'il était sincèrement désolé. Le garçon resta planté là, ne sachant même pas quoi dire. Une seconde plus tard, son visage passa de la confusion au sourire, et il ajouta qu'il pleurait aussi, tout comme la première fois que Hans l'avait traîné ici. Les yeux d'Hassel s'écarquillèrent. Ronan n'interrompit pas leur conversation. Il écouta simplement ce qu'il disait, et le garçon continua de parler. Dès qu'il vit Hassel, il pensa immédiatement qu'il le maltraitait, comme lui. Hassel se figea. Le garçon posa sa main sur l'épaule d'Hassel et lui dit de ne pas se blâmer, car il le comprenait. Souriant largement, le garçon ajouta encore que ce n'était pas sa faute. Mais d'une manière ou d'une autre, il apprécie les excuses d'Hassel. Ronan les écoute avec le même air imperturbable. Après avoir finalement dit au revoir, le garçon est allé chercher des médicaments pour sa mère. Et Ronan et Hassel restèrent seuls, faisant signe au garçon. Ronan regarda Hassel et pensa à quelque chose. Ronan remarqua la beauté du garçon, ses cheveux roux et ses yeux violets. Souriant, il pense qu'Hassel n'était pas mauvais. Ronan rompit également le silence en disant qu'il devait parler à Hassel. Le garçon sursauta de surprise et acquiesça d'un signe de tête. Ronan était ravi et dit qu'il se reverrait dans 4 jours. Le garçon était surpris. Pourquoi 4 jours? L'homme a crié après Ronan pour lui demander ce qu'il voulait dire et pourquoi il était si tard. Ronan a répondu qu'il était occupé, alors il remettrait la conversation à plus tard. Il se retrouverait au lever de la lune. Pour ajouter une touche positive, Ronan laissa entendre ce qui arriverait à Hassel s'il ne venait pas. Le garçon sursauta de nouveau. Et finalement, Ronan s'enfuit pour vaquer à ses occupations. Et Hassel resta où il était. Les yeux du garçon s'écarquillèrent, tandis qu'il regardait Ronan s'éloigner, s'éloignant de plus en plus à chaque seconde qui passait. Finalement, le garçon courut jusqu'à l'endroit où il courait. Il y avait une maison devant lui. Debout devant la porte, il se demandait si cela en valait la peine.
Est-ce que ça sert à quelque chose de venir maintenant avec des fleurs? Mais d'une manière ou d'une autre, il se souvient que sa sœur les aimait, alors il a ramassé tout ce qu'il a vu en chemin. Toujours incapable de rassembler ses pensées, il décida que c'était une mauvaise idée et décida de les jeter. Mais une voix retentit à l'intérieur de la maison. Elle sortit sur le seuil. Elle se demandait sans cesse qui criait ici. Ronan se figea à ces mots familiers, incertain de ce qu'il devait faire, incapable même de se retourner. Sa sœur se tenait derrière lui dans l'embrasure de la porte, et maintenant il pouvait se tourner pour la regarder. Pendant son séjour au bataillon pénitentiaire, Ronan se demandait souvent que dire en voyant sa sœur. Devait-il s'excuser de l'avoir laissée sans un mot, ou devait-il simplement lui dire qu'elle lui manquait? Ses pensées ne quittaient jamais Ronan. Mais malheureusement, tous ces mots n'étaient moins que des mots que seul Ronan du bataillon pénal pouvait dire. Une gentille jeune fille en tablier se tenait à la porte. Elle respirait la chaleur et le réconfort. Elle était ravie de voir Ronan si tôt. Sans la quitter des yeux, il ne trouvait pas les mots. Et finalement, il parvint à prononcer au moins un mot. « Je suis rentré ». C'est tout ce qu'il dit en regardant sa sœur. En entrant dans la maison, il fut stupéfait par la table dressée. Il y avait tant de nourriture fraîche et délicieuse. Ronan se sentait comme au paradis. Iril a accepté avec joie les fleurs que son petit frère lui a apportées. Elle est heureuse que même quelqu'un d'aussi insensible que lui ait pu choisir un bouquet. Elle criait presque de joie, tenant le bouquet dans ses mains. Ronan était surpris, mais en réalité, il était content que sa sœur apprécie les fleurs. La prévenance et la gentillesse de la sœur de Ronan étaient également évidentes. Il a littéralement tout essayé 2 fois et elle lui en a proposé toujours plus. Un homme a décidé de demander à sa sœur quel âge elle avait cette année. Perplexe, elle a répondu qu'elle avait 22 ans et pourquoi cette question soudaine? Mais en fait, il avait tout simplement oublié. Sa sœur hurlait, disant qu'il ne fallait pas oublier de telles choses. La sœur, pensant qu'il avait attrapé un rhume, commença à lui demander si tout allait bien. Ronan était plongé dans ses pensées à ce moment-là, et commença à penser que si Iril avait 22 ans, alors il restait environ 10 ans avant l'arrivée de ces géants. Plaçant sa main sur la tête de Ronan, Iril commença à mesurer sa température, mais il n'avait pas de forte fièvre. Iril poussa un soupir de soulagement. Ronan regarde sa sœur et est touché. Elle est toujours la même que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Tout aussi brillante et gentille, Ronan ne peut la quitter des yeux. Il veut que ce moment dure pour toujours. Il veut sentir la chaleur de ses mains et son attention. Mais il comprend que dans 10 ans, il devra protéger sa sœur et le monde. Il lui prend la main et l'interrompt. Sa sœur est surprise. Que veut-il dire? Avec un sourire sur son visage, Ronan dit qu'il veut aller à l'académie. Ma sœur se figea à ces mots. À l'académie? Une seconde plus tard, son humeur change et elle crie avec admiration pour savoir s'il lui dit la vérité. Elle demande à nouveau, les larmes aux yeux, si elle est sûre d'avoir mal entendu. Ronan, légèrement surpris, répond qu'elle a mal entendu et se demande d'où vient toute cette joie dans ses yeux. Ronan ne l'écoutait jamais quand elle parlait d'études. À ce moment-là, elle courut chercher quelque chose. Le garçon la regarda avec surprise. Iril commença à fouiller dans ses affaires, affirmant qu'elle savait que ce jour viendrait, car elle pensait réellement que Ronan était intelligent et que c'était pour cela qu'il réussirait. Un peu penaud, le garçon remercia sa sœur pour ses gentils mots. Elle sortit aussitôt une sorte de chaudron et le plaça devant Ronan. Le garçon expira bruyamment. Iril préparait un cadeau pour Ronan pour ce jour, et il arriva enfin. Ils jetèrent tous deux un coup d'œil à l'intérieur du chaudron. L'homme était choqué. Comment sa sœur avait-elle réussi à économiser autant d'argent en secret? Elle voulait pouvoir payer les études de Ronan s'il changeait d'avis concernant l'académie. Il regarda la somme avec incrédulité et se demanda quand avait-elle réussi à économiser autant? Quoi qu'il en soit, Ronan les refusa, prétextant que ce ne serait pas suffisant de toute façon. Mais il était très reconnaissant envers sa sœur pour son soutien. Sa sœur sursauta à ces mots. Comment cela pouvait-il ne pas suffire? Elle a commencé à parler du fait qu'il pensait qu'il n'était pas suffisant, mais en réalité, il y avait plus d'argent qu'il n'y paraissait à première vue, donc Ronan pouvait aller dans n'importe quelle académie. Ronan l'interrompt et lui annonce qu'il veut s'inscrire dans une école impériale, l'Académie Philéon. Sa sœur pâlit à ces mots. Elle a crié si fort que même les oiseaux des environs se sont envolés. École impériale, Académie Philéon, le plus prestigieux établissement d'enseignement de l'Empire. Les meilleurs professeurs de tout le continent enseignent ici. L'Académie bénéficie d'un financement important de la famille impériale elle-même.
Cet établissement offre la meilleure éducation possible. Cette école impériale jouit d'un statut incroyablement élevé. On la surnomme littéralement l'usine des héros. Le commandant en chef Adeshan y a étudié, et le maître d'épée Shulifen, même le pire des bandits, la sorcière de l'hiver et les autres. Pendant la guerre, chacun des élèves de Philéon a obtenu d'excellents résultats. Leur aide était telle qu'on comprend aisément pourquoi Adeshan l'a recommandé. Il fait nuit et seule la lune éclaire le chemin. Ronan se met en route. Il est engagé envers l'académie, mais il comprend ses problèmes. Il comprend que le problème réside dans sa popularité, ses frais de scolarité exorbitants et ses exigences élevées. Eh bien, la réaction d'Iril était prometteuse, bien sûr, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, elle croit en Ronan. Finalement, il arrive au lieu de rendez-vous. Il a un esprit combatif. Il est sûr de pouvoir prouver à sa sœur qu'il en est capable. Et le gars s'est effectivement présenté au rendez-vous. Il n'a pas ignoré les paroles de Ronan, même s'il tenait probablement simplement à sa vie. Ronan commet une légère erreur en appelant le garçon Marcel. Le garçon l'interrompt et dit doucement qu'il ne s'appelle pas Marcel, mais Hassel. Hassel est un peu effrayé par les paroles de Ronan et lui demande d'oublier ses menaces. Il plaisantait. Ronan laisse tomber son sac à dos et dit qu'ils ont beaucoup à faire. Mais d'abord, il va tester Hassel. Le garçon reste là, perplexe. Le tester? Quoi qu'il en soit, Ronan a déjà posé son sac à dos et est prêt à poursuivre son plan. Les yeux d'Hassel s'écarquillent et elle demande de quoi parle Ronan. Ronan l'interrompt en souriant et ne dit rien. Hassel a juste besoin d'utiliser la télékinésie sur lui. Ronan est sérieux et, à en juger par son regard, il ne plaisante pas. Il demande à être soulevé le plus haut possible. Hassel est toujours là, immobile. Utiliser la télékinésie? Pourquoi Ronan ferait-il ça? Et pourquoi si soudainement? Essayant de comprendre le sens de tout cela, il tente de le dissuader, prétextant que Ronan pourrait être blessé. Malgré tout, le type répond que ce n'est pas si dangereux, alors laissez-le faire ce qu'il dit. Hassel regarde Ronan un peu embarrassé et sceptique, mais il est toujours d'accord. Le garçon commence à lancer des sorts. Le sort se manifeste dans ses mains. Hassel crie le sort et le dirige vers Ronan. Lui, à son tour, resta figé en voyant tout ça. Waouh! C'est tout ce que Ronan dit. Alors qu'il s'élevait dans les airs, il pensa qu'Hassel était bien meilleur qu'il ne l'avait pensé au départ. Ronan souriait, à des dizaines de mètres du sol. Il aimait flotter dans les airs et observer la ville d'en haut. Eh bien sûr, la hauteur et la stabilité ne sont pas les mêmes qu'à l'époque, près d'Agayut, mais en général, c'est similaire à ce qu'il ressentait alors. Les mages spécialement entraînés ne font pas le poids face à l'autodidacte moyen, mais d'une manière ou d'une autre, cette sensation de vol lui a fait comprendre que c'est précisément la télékinésie qui lui a permis de se battre à armes égales avec les géants. En fait, la télékinésie est une capacité rare chez les mages, sans compter que les mages eux-mêmes sont extrêmement rares. C'est pourquoi Ronan a de grands projets pour ce garçon. Hassel sera assurément un élément clé du combat contre Agayut. Ronan, souriant largement, dit qu'en fait tout n'est pas si mal, mais qu'il y a place à l'amélioration. Le fil de ses pensées est interrompu par les paroles d'Hassel, déjà lassé de sa sorcellerie. Il a du mal à maintenir Ronan en l'air. Il demande s'il peut laisser partir Ronan maintenant, et Ronan, toujours souriant, lui demande d'être encore un peu patient. Le type veut vérifier une dernière chose, mais que se passera-t-il s'il descend tout seul? Hassel le regarde avec surprise, ne comprenant pas comment il allait tomber tout seul, mais il obéit. Ronan lève son épée vers les étoiles et effectue un mouvement rapide et puissant avec l'épée. Le magicien reste là et ne comprend pas ce qui vient de se passer. Ronan coupa littéralement le mana d'Hassel et atterrit au sol. Déconcerté par ce qui vient de se passer, il essaie de comprendre ce que Ronan vient de faire. Ronan se dépoussière et affirme que rien ne s'est passé. C'était juste un tour d'acrobatie appris il y a longtemps. Hassel continue de crier et de demander quelle autre acrobatie Ronan vient de réaliser, pourquoi il... À ce moment-là, Ronan frappe Hassel à la tête pour l'empêcher de poser trop de questions inutiles. Lui-même ne sait pas comment il a fait. L'une de ses tâches est de découvrir ce pouvoir. Ronan range son épée et Hassel se gratte la tête. Ronan pense que c'est grâce à cette capacité que l'épée a fonctionné sur le géant. Mais peu importe, ils ont des choses plus importantes à faire maintenant. Ronan ajoute que, quoi qu'il en soit, Hassel a réussi le test. Le gars prend un sac à dos et il le tend à Hassel, lui disant de le suivre. Ils ont affaire à faire avant le lever du soleil. Hassel est un peu perplexe quant à ce que Ronan attend de lui. « Que peux-tu bien faire si tard le soir ?» Ronan sourit et dit « Cette affaire pourrait bien devenir la première page
du plus grand livre d'histoire de l'Empire, la biographie de Ronan. Le clair de lune illumine encore tout le chemin. Nos gars sont déjà en route. Hassel demande à Ronan s'ils vont à l'académie Philéon, alors? Le garçon, déjà fatigué, demande s'il a mal entendu. Vont-ils aller à l'académie où seule l'élite de l'Empire étudie? Lui et Ronan. Ronan, criant légèrement, dit qu'il a bien entendu. Pourquoi redemander? C'est agaçant. Le type regarde Hassel et lui demande s'il ne veut vraiment pas y aller. Mais là n'est pas vraiment la question. Hassel est un peu sceptique quant à ses chances d'intégrer cette académie, car Ronan, par exemple, a un talent pour les arts martiaux, mais il n'y connaît rien. Il est lâche et timide. Ronan l'interrompt et lui demande s'il veut continuer à vivre aussi. Hassel ouvrit grand les yeux, écoutant attentivement Ronan, et il continua à raconter comment il gaspillait son talent inné pour amuser une bande de voyous. Voulait-il vraiment ce genre de vie? Hassel se figea à ces mots. Ronan ne s'est pas arrêté là, il a continué en disant qu'Hassel avait en fait de nombreux mauvais côtés. Oui, c'est un pleurnichard, prêt à fondre en larmes à la moindre occasion. Un perdant en plus. Chaque mot touchait Hassel en plein cœur. Mais Ronan se tut, mais tout cela pouvait être réparé. Et à cet instant, Hassel regarda Ronan avec plus de vivacité. Le passé non plus ne peut être changé. L'expression de Ronan changea en disant tout cela. Il est sûr qu'un jour, Hassel se souviendra également de lui et aura pitié de lui. Tout comme Ronan, qui pense chaque jour à ce qu'il a fait et à ce qu'il n'a pas fait. Dans sa vie passée, il aurait pu agir bien différemment et la dernière guerre n'aurait pas été la dernière. Revenant à la réalité, s'éloignant un peu de son monologue, Ronan frappa Hassel sur l'épaule, lui demandant s'il avait changé d'avis. Hassel ouvrit grand les yeux et fut gêné. Quelqu'un tenait-il vraiment à lui à ce point? Il ne trouvait pas les mots. Tandis qu'Hassel flottait dans les nuages, Ronan répétait sans cesse qu'il ne le forcerait à rien. C'était sa vie, et il était censé en décider, alors s'il le voulait, il pouvait rentrer chez lui. Mais Ronan se retourna et continua vers son objectif. Hassel lui demanda d'attendre. Il voulait se changer. En entendant comment Hassel voulait aller voir Philéon et apprendre tout ce dont elle avait besoin, Ronan sourit comme s'il savait qu'après son monologue, Hassel changerait d'avis. Il remarqua la virilité d'Hassel, mais il devait encore surmonter ses obstacles. Était-il prêt? Bien sûr, Hassel accepte. Il écoute attentivement les instructions de Ronan, et lui, souriant, soudain le maniaque crie qu'Hassel est attrapé. Un feu est visible au sol. Ils écoutent le craquement du bois et observent les flammes. Hassel pâlit quand il vit cela. Est-ce vraiment son premier obstacle? Ronan hoche la tête en guise de réponse. C'est le meilleur adversaire pour montrer les compétences d'Hassel. Un gobelin lunaire se profile devant eux, une créature aux grandes dents et aux grandes oreilles, entourée d'ossements. Il s'avère donc que c'est également le chef du groupe de gobelins qui dort. Ronan rayonne de bonheur et de joie, les racontant et les montrant, tandis qu'Hassel irradie littéralement la peur et l'obscurité. Et c'est là le premier obstacle à surmonter. Une fois de plus comme un maniaque, Ronan regarde Hassel et demande « On y va ?» Les gobelins lunaires sont en fait assez courants dans cette région. Il n'est donc pas surprenant qu'Hassel et Ronan les aient rencontrés. La plupart des gens les distinguent des gobelins ordinaires par leur peau jaune et leur corps défiguré, mais leur véritable particularité ne réside pas là, mais dans le fait qu'ils adorent les trésors et l'or. Ils adorent tendre des embuscades et voler les objets de valeur des marchands. Ils tuent quiconque se met en travers de leur chemin. Puis ils se rassemblent et ramassent tout le butin. Ils aiment aussi organiser des fêtes autour de leurs trésors. Ils dansent toute la nuit sous la lune. Aujourd'hui, c'est en fait la pleine lune et c'est l'un de leurs jours préférés, car aujourd'hui, ils font la fête. Demande Hassel, légèrement perplexe, laissant entendre qu'ils vont vraiment les voler. Ronan confirme ses propos d'un hochement de tête. Ronan, un peu fou à nouveau, dit qu'aujourd'hui, ils vont voler tout l'or des gobelins. Hassel est surpris que des gobelins volent des trésors et célèbrent leur victoire dans un tel endroit. Je n'avais jamais entendu parler d'une telle chose. Hassel, tout aussi perplexe, demande comment Ronan les connaissait. Ronan répond qu'il a ses propres sources. Ronan serre Hassel dans ses bras et continue de parler de la façon dont tout ce qu'ils ont à faire est de transférer leurs trésors dans leur sac à dos en utilisant la télékinésie, mais l'essentiel est de ne pas les réveiller. Le gars pense que ce sera facile pour Hassel, mais Hassel a des doutes, disant qu'en réalité ce n'est pas si facile, il peut faire une erreur et les réveiller. Décidant d'alléger l'atmosphère, Ronan dit que si cela arrive, les choses iront mal pour eux. Effrayé, Hassel commence à dire que c'est trop dangereux et qu'ils doivent réfléchir. Ronan le traite de lâche. Quoi qu'il en soit, ajoute-t-il,
Ils n'ont besoin que de deux choses pour arriver à Philéon. Bien sûr, la première chose à faire est l'argent. Il faut couvrir les frais exorbitants des frais de scolarité et deuxièmement, l'expérience. L'argent est un problème, bien sûr, mais l'expérience est bien plus importante que la façon dont on se présente. Ronan dit que l'académie est pleine d'aristocrates qui s'entraînent depuis leur naissance. Donc s'ils veulent vraiment battre ces gars-là, il n'y a qu'un seul moyen, et c'est acquérir de l'expérience en risquant sa vie. Ronan pense que les gobelins sont des adversaires parfaits, car ils gagneront à la fois argent et expérience au combat. Ils feront d'une pierre deux coups, pour ainsi dire. Ronan demande à Hassel, silencieux, s'il a de meilleures idées. Les larmes aux yeux, il répond non. Sursautant presque, Ronan dit qu'alors tout est décidé. Ils commencent immédiatement. Hassel est très sceptique quant à leur réaction. Alors, la pleine lune, elle illumine tout sur son passage et à ce moment-là, les gobelins se reposent déjà. Et enfin, l'or vole dans le sac à dos où se trouvent des pièces de monnaie, des colliers et des bracelets. Hassel se porte bien car il a déjà récupéré un sac à dos rempli d'or à un rythme rapide. Un peu fatigué, il continue néanmoins à traîner le trésor des gobelins. Ronan le guide et lui dit quoi faire. Et puis, les derniers trésors volent dans le sac à dos. Hassel lâche l'or et en un instant tout tombe dans le sac à dos. Heureux comme un enfant, Ronan regarde tout l'or qu'ils ont dans leur sac à dos. Et finalement, ils ont tout récupéré. Le dernier sac à dos était plein. Ils ont rempli 2 sacs à dos d'or. Ils sont maintenant prêts à partir pour l'académie. Et ce n'était pas si difficile. L'essentiel, c'était l'expérience. Hassel regarde les sacs à dos, un peu choqué, et approuve. En regardant Hassel, Ronan pense que, franchement, il n'était pas sûr que tout se passerait bien, mais Hassel apprend vite. Après lui avoir caressé la tête, il se rend compte qu'il est bien meilleur qu'il ne le pensait. Avec un sourire fou, Ronan pense qu'il a trouvé un merveilleux serviteur, et Hassel rit maladroitement à ce moment-là. Alors, puisqu'ils ont fini leurs affaires et rempli leur sac à dos à ras-bord, il est temps de prendre la route. Hassel regarde Ronan avec joie et demande « C'est vrai qu'ils ont tout fini ?» Il reconnaît qu'ils ont déjà fait tout ce qui était nécessaire. Il est donc temps de sortir de cet endroit. Nous devons courir avant que les gobelins ne remarquent notre absence. Et puis, un oiseau vole très vite au clair de lune. 2 chasseurs la poursuivent. Même fatigués, ils continuent de courir après l'oiseau, mais elle a bien sûr beaucoup plus d'avantages qu'eux. Ces deux-là criaient si fort que même Hassel et Ronan les entendirent et se turent, perplexes. Qui sont-ils? Ronan est perplexe, car qui provoque un tel vacarme en pleine nuit? Et puis le pire arriva. Pas étonnant que les gobelins se soient réveillés au son de tels cris. La toute première chose que le chef a faite a été de vérifier le coffre et s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Déconcerté, il courut jusqu'au coffre et le vérifia à nouveau. Il ne se faisait pas d'illusions, il était vraiment vide. Le chef des gobelins n'a pas aimé ça, il a réveillé tout le monde en disant qu'ils avaient été volés. Littéralement, tous les gobelins se sont levés immédiatement et ont commencé à écouter le chef. À ce moment-là, ils entendirent du bruit derrière eux et se retournèrent. Une très belle image est visible devant eux, car ils ont vu des voleurs. Malheureusement, la situation n'est pas très réjouissante pour Ronan et Hassel. Les garçons sont sous le choc. Immédiatement, tous les gobelins se déchaînèrent et coururent vers Hassel, qui se figea de peur, et Ronan, qui était perdu dans ses pensées. Hassel était tellement effrayé qu'il est même tombé sur l'herbe. Et Ronan, jetant son sac à dos, dit qu'il le savait. Il fallait que quelque chose arrive, car tout ne peut pas passer aussi facilement. Hassel suggère de tout laisser tomber et de s'enfuir, mais à cet instant, il dégaine déjà son épée. Il n'ira nulle part. Après tout, d'une manière ou d'une autre, leur objectif est toujours de payer leurs études. Mais en regardant les gobelins enragés courir vers eux, cela ne semble pas être la chose la plus importante à ce moment-là. Les gobelins sont sur le point de les attaquer, mais Ronan est occupé avec quelque chose de plus important. Il regarde son épée, réalisant qu'elle est faite d'acier bon marché, et se demande également « Est-ce que ça va durer 15 coups ?» En fait, ils sont une trentaine, et ils sautent déjà sur Ronan et Hassel. L'un d'eux tend ses griffes pour attaquer. Hassel est assis, perplexe, et ne comprend pas ce à quoi Ronan s'attend, alors que le gobelin est déjà sur le point de l'attaquer. À ce moment-là, il calcule encore comment traiter les gobelins plus rapidement. Il dégaine brusquement son épée et la pointe vers les gobelins. À cet instant, 3 têtes tombent de leurs épaules. Ronan est un épéiste très puissant. Certains gobelins ne lui font pas le poids. Et maintenant, les têtes pendent dans les airs. Le sang vole partout. Le reste des gobelins reste perplexe. Hassel, voyant une telle image, ne reste pas non plus à la traîne des gobelins. C'est incroyable que même une telle épée, bon marché et fragile, entre les mains de Ronan, puisse faire de telles choses. Et donc,
Il reste 14 coups. Même les oiseaux hurlaient de stupeur face au carnage. Chaque son qu'ils émettaient devenait de plus en plus intense. Et ainsi, finalement, le dernier gobelin reçoit le coup final et poursuit ses frères. Ronan, pas même fatigué, regarda autour de lui, cherchant un autre gobelin à tuer. Heureusement pour les gobelins, il n'y en avait plus dans les environs. Ce n'était pas si terrible, finalement. Hassel est resté bouche bée pendant tout le massacre, et il continue de le faire. Il est impressionné par les talents de Ronan. Que s'est-il passé? Hassel ne peut détacher son regard du type et comprend qu'une trentaine de gobelins viennent de mourir sous 15 coups. Ronan a réussi à décapiter 3 gobelins d'un seul coup, même avec une épée aussi minable. C'est incroyable. Et quand la foule est tombée sur Ronan, il est resté là, souriant, puis a disparu un instant. Comment est-ce possible? À son arrivée, il ne restait pratiquement plus rien de la horde de gobelins. Ronan asséna des coups magistraux et anéantit la horde d'un seul coup. Hassel n'arrive pas à croire que Ronan puisse faire une telle chose avec une épée aussi émoussée. Les têtes du gobelin volaient dans toutes les directions, alors que le gars n'était même pas essoufflé. Voyant toute la puissance de Ronan, Hassel le regarda avec alarme. C'était un spectacle horrible. Tous les gobelins étaient démembrés et Ronan les détruisit tous sans sourciller. Interrompant ses pensées, il demanda à Hassel pourquoi il était figé. Hassel se leva d'un bond et s'excusa. Jetant son épée par-dessus son épaule, Ronan donna l'ordre de se préparer, car ils devaient encore apporter leur trésor aux marchands. Ce serait mieux que des excuses. Ronan a dit qu'il était temps pour eux de rentrer à la maison et qu'ils étaient sur le point de partir. Une nuit sans fin. La lune montre toujours le chemin aux enfants et les grillons leur chantent sur leur chemin. Après avoir rassemblé toutes leurs affaires et chargé leurs sacs à dos, ils reprirent leur route. De grandes choses les attendaient. Ronan se ressaisit et pense que, bien sûr, tout aurait pu se dérouler calmement, mais quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu. Hassel dort en mouvement. Remarquant quelque chose d'impossible pour lui-même, Ronan dit que ses muscles étaient douloureux, probablement qu'il était encore en pleine croissance. En s'échauffant en cours de route, Ronan dit qu'il devra certainement faire de l'entraînement physique, car il est devenu quelque peu détendu. Il se souvenait aussi des cris provenant de la forêt. Je me demandais quels étaient ces cris. Après tout, c'était ce qui avait poussé les gobelins à attaquer. C'était une situation très désagréable, bien sûr. Qui crie au milieu de la nuit? Pourquoi faire tant d'histoires? Ronan et Hassel vaquent tranquillement à leurs occupations, mais quelqu'un se tient derrière eux. On entend le bruit d'une corde d'arc qu'on tire, bien que très étouffée. La corde de l'arc fut relâchée et la flèche vola dans le dos d'Hassel et de Ronan. Elle se rapprochait d'Hassel à chaque milliseconde et était sur le point de le percer. Hassel se retourne et voit une flèche pointée devant lui, sur le point de le transpercer et de le tuer. Le garçon se figea à cette vue. Réagissant à temps, Ronan attrape la flèche et sauve Hassel de la mort. Les yeux du garçon s'écarquillent encore plus. Que s'est-il passé encore? Réalisant qu'Hassel avait failli mourir, il fixa avec incrédulité la flèche à quelques centimètres du garçon. D'où venait-elle? Qui tirerait sur des gens? Ronan se retourne perplexe face à cette forêt. Est-elle maudite ou quoi? Pourquoi ces ordures la traversent-elles en tirant sur les passants? À l'autre bout du sentier, on aperçoit des gens, apparemment des chasseurs en chasse. Ils s'excusent d'avoir tiré sur eux. Ils ne s'attendaient pas à voir des enfants. Ronan, furieux, brise la flèche d'une seule main. Quel genre d'enfants sont-ils? Hassel sentit que quelque chose n'allait pas. Les chasseurs s'approchent des garçons et s'excusent de leur manque de tact. Ils ne s'attendaient pas à rencontrer des gens ici. L'un d'eux commença à inventer une excuse ridicule, disant qu'il avait entendu quelque chose bruisser et qu'il pensait que c'était un monstre. Tout irait bien, mais le gars n'a pas quitté des yeux les sacs à dos d'Hassel et de Ronan une seule seconde, qui étaient complètement remplis d'or. Continuant à duper les gens, les chasseurs répètent qu'ils ne voulaient tuer personne. Ils essaient d'être gentils et attentionnés, mais Ronan est là depuis un moment et il est clair qu'il ne les approche pas avec de bonnes intentions. Ils attendent clairement quelque chose d'eux. Les chasseurs étaient stupéfaits. Pourquoi ne les croyaient-ils pas? Ronan répondit que leur piètre jeu d'acteur était suffisant. Ils n'étaient pas acteurs, alors ils devaient répondre franchement. Qui sont-ils? Pourquoi les suivent-ils et que veulent-ils? Les garçons pâlirent, souriant un peu maladroitement. L'un d'eux s'approcha de Ronan, la main sur l'épaule. Il s'excusa à nouveau pour leur manque de tact, prétextant avoir oublié de se présenter. À ce moment-là, le gaz a commencé à sortir un couteau de derrière son dos, et il a attaqué Ronan. Qu'est-ce qui ne va pas cette nuit? Pourquoi tant d'incidents en si peu de temps? Caliboro!
hurle le garçon en courant vers Ronan, un couteau à la main. Il ne cligne même pas des yeux. D'un simple mouvement de la main, Ronan intercepte la main de l'agresseur et la retient. En un instant, avec son autre main, Ronan assomme le méchant avec un coup de poing puissant. De façon inattendue, l'agresseur hurle en tombant sous le choc. Il n'aurait pas dû faire une chose aussi stupide. En réalité, ces chasseurs ne sont que de simples voyous. Ronan les regarde avec haine. Le deuxième voyou sortit un couteau et fonça sur Ronan, cherchant à se venger de son ami. Ronan, comme le premier, resta immobile, observant simplement le premier méchant. Hassel remarqua une tentative d'assassinat sur Ronan. Il se demande quoi faire. Il devait sauver son ami, tout comme Ronan l'avait sauvé. Commençant à lancer un sort, le garçon appelle Ronan pour qu'il puisse au moins voir qu'un tueur court après lui. Avant de porter le coup fatal, Hassel parvient à lancer un sort. Le voyou se figea sur place, tandis que Ronan aperçut un objet pointu à quelques centimètres de lui. Le méchant ne comprend pas ce qui s'est passé, pourquoi ne peut-il pas bouger? Réalisant ce qui s'est passé, un Ronan heureux se tourne vers Hassel et le remercie pour son aide. D'un mouvement de pied, le gars fait tomber le poignard de la main du gars, tandis que le chasseur est incapable de bouger. Avec le même mouvement sans effort, Ronan attrape le poignard, se préparant à un coup écrasant. C'est la même chose qu'avec les gobelins, il fait quelque chose d'impossible, il disparaît dans l'espace, et après son apparition, tout est déjà fini. Le type ne comprenait même pas ce qui s'était passé. Comment il avait pu se retrouver derrière lui en un instant? Il se tourne pour demander qui ils sont, il s'effondre littéralement. Il tombe à terre en hurlant et Ronan le regarde, magnifiquement réalisé. Hassel sursaute d'horreur toute la journée devant un tel spectacle. Combien de temps encore pourra-t-elle l'effrayer? Légèrement perplexe, il demande si le méchant est mort. Bien sûr, Ronan répond par l'affirmative. Alors pourquoi épargner celui qui a tenté de le tuer? Et puis, ces deux types sont de Caliboro, et on ne peut pas laisser des gens comme ça en vie. Hassel bégaya et décida de demander qui étaient ces Caliboro. Cette bande de voyous commet des actes atroces. Braconnage, enlèvement, trafic d'êtres humains. Ils font tout. Il n'y a pas de crime qu'ils n'aient commis. Alors que Ronan achève le premier braconnier, il continue de parler de ces méchants. Si Ronan ne les avait pas tués, ils vendraient déjà leurs organes, et leurs restes seraient certainement enterrés quelque part. Laisser partir ces gens ou les laisser en vie, sachant qui ils sont, est un crime qui ne sera pas pire qu'eux. Le regard de Ronan et Hassel se porte sur le sac des bandits. Quelque chose ne va pas avec... Alors que nous continuons à parler de quelque chose, le sac décolle littéralement. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce sac? Ils se retournent tous les deux, confus, et regardent le sac. Pourquoi bouge-t-il? Hassel suggère qu'il y a une sorte d'animal volé à l'intérieur, et Ronan est généralement d'accord avec l'idée d'Hassel. Ronan ouvre le sac et voit une paire d'yeux regardant Ronan et Hassel. En un instant, la créature s'envole hors du sac. Les garçons observent ce qui se passe, perplexes. Qu'est-ce que c'est? Un oiseau bat des ailes au-dessus d'eux. Quel drôle de poulet, pense Ronan. Un oiseau aux plumes bleues se tient devant les garçons et les observe attentivement. Hassel est émerveillé en la regardant. Il n'a jamais rien vu de tel. Ronan, un peu surpris, dit qu'il l'a vu aussi, pour la première fois. Mais qu'est-ce qu'il y a aux pattes de l'oiseau? Ces chaînes pourraient-elles vraiment être le piège de Caliboro? Les salauds. Les chaînes du braconnier de Caliboro? Elles perturbent le flux de mana du prisonnier et restreignent ses mouvements. Ronan regarde l'oiseau avec surprise, se demandant pourquoi il était ainsi entravé. Ces pratiques sont généralement utilisées dans de rares cas, comme lorsque des braconniers capturent des créatures fantastiques, quoique, peut-être cet oiseau bleu? Les pensées de Ronan sont interrompues par une voix. Quelqu'un lui demande de réagir à ses paroles. Arrête. Cette voix vient de l'oiseau. Une voix parle directement à travers lui. Qui est-ce? Ronan et Hassel sont perplexes face à ce qu'il a vu. Hassel, voyant quelque chose comme ça pour la première fois, pense que c'est un oiseau qui parle, mais Ronan le corrige, affirmant qu'il s'agit en fait de magie de communication. Ronan regarde le sac et pense que si on leur avait parlé dès que l'oiseau s'est envolé hors du sac, alors, ce sac peut sans aucun doute bloquer le mana. Cet objet est très prisé des braconniers, mais il est également rare. Ronan regarde à nouveau l'oiseau et s'adresse à celui qui parle à travers lui. Il demande si le propriétaire s'adresse à eux de l'autre côté, et il a parfaitement raison. Le propriétaire de l'oiseau bleu est Varenne, qui étudie les créatures fantastiques à l'Institut. Il essayait de contacter l'oiseau depuis longtemps, mais toutes ses tentatives étaient restées vaines. Varenne s'apprêtait à signaler sa disparition, mais heureusement, tout s'est arrangé.
Il demande aussi qui sont exactement ces gens en face de lui. Ronan donne une tape amicale sur l'épaule d'Hassel et dit qu'il ne faisait que passer. Mais nous nous sommes battus avec des braconniers fous. Au fait, ils ont volé l'oiseau de Varenne. Il convient également de mentionner ce qui est arrivé aux méchants. Ils ont été tués par Ronan. Le gars a décidé que le propriétaire de l'oiseau bleu n'avait pas besoin de détails sanglants. De plus, il était satisfait d'apprendre que des braconniers avaient volé l'oiseau et le retenaient en captivité. Bien sûr, il avait deviné qu'il lui était arrivé quelque chose de similaire, mais il n'avait pas imaginé que ce serait aussi cruel. Il ne resterait pas redevable à Hazel et Ronan. Varenne tente de savoir auprès des garçons comment et avec quoi le récompenser, tandis qu'Hassel continue d'admirer l'oiseau bleu. Malheureusement, l'oiseau semble très émacié à cause de ses entraves. Ronan demande comment il peut le rendre à son propriétaire. Bien sûr, il faut les enlever, mais pourra-t-elle vraiment voler alors? Le propriétaire, perplexe, resta figé avant de répondre, mais s'excusa et dit qu'elle devrait bien sûr voler après ça, et peut-être même mieux. L'oiseau de rêve possède un fort instinct de retour, alors s'il peut être libéré, mieux vaut le faire vite. À cet instant précis, Ronan dégaina son épée et hocha la tête en silence. En un clin d'œil, Ronan assena un coup puissant et précis aux chênes. L'oiseau ne s'attendait pas à un tel coup. Les chênes tombèrent en poussière et l'oiseau fut enfin libre. Comme s'il imitait Hassel, ses yeux s'écarquillèrent et son chant valait la peine d'être entendu à cet instant. Après avoir terminé le travail, Ronan remit l'épée et dit que l'oiseau était libre, il pouvait désormais voler paisiblement vers son propriétaire. Ronan était un héros pour le merle bleu. Après avoir été harcelée par des braconniers, elle était heureuse de voir une personne aussi gentille. L'oiseau se mit à couiner bruyamment, attirant l'attention de Ronan et Hassel. Ils restèrent plantés là, les yeux fixés sur lui, perplexes. Que voulait-il? À cet instant précis, l'oiseau tourna le dos au type et ne bougea plus. Ronan se figea à cette vue. Qu'est-ce que cela signifiait? Que voulait-il? Cela signifie sûrement qu'elle demande qu'on lui arrache une plume avant de s'envoler. Après tout, elle souhaite sans doute les revoir. Ronan a arraché la plume et sa propriétaire a ajouté que sa plume fonctionnait comme une boussole. Elle pointait toujours vers elle. Eh bien, s'ils retirent la plume, ils pourront rendre visite à Varenne à l'Institut. Il leur demande de venir lui rendre visite. Après s'être envolé, la voix de l'oiseau résonna dans toute la forêt. Il allait certainement récompenser les garçons pour leur gentillesse et leur courage. Ronan ne put s'empêcher de remarquer sa rapidité. Et Hazel remarqua ce que l'oiseau avait laissé dans les mains du garçon. Ronan regarda également sa main pour une raison quelconque. Elle piquait même. Les garçons regardent avec perplexité ce que l'oiseau a laissé derrière lui et son sans-voix. Qu'est-ce que c'est? Ils le découvriront certainement. Et ainsi, quelques jours plus tard, nos héros atteignirent les abords d'un village. Le travail battait son plein ici. Après tout, c'était un magasin de détail. Chacun s'occupait de quelque chose. Certains déchargés étaient des marchandises, d'autres les chargeaient. Et quelqu'un regardait des pierres précieuses. Le propriétaire de la maison Carabella, Don Carabella. Sans aucun doute le meilleur bijoutier du coin. Il a offert 20 pièces d'or pour le bijou qu'il a inspecté et noté 10 sur 10. À en juger par le sac à dos, on reconnaît immédiatement ses clients. Ils ont apporté beaucoup de bonnes choses, et Don est stupéfait de voir toute cette richesse. Ronan regarde le bijoutier et est heureux d'avoir enfin pu trouver quelqu'un d'intelligent. Il a rencontré des gens intéressants ici. Certains marchands proposaient 5 pièces d'or pour la même œuvre d'art. Il cherchait à les arnaquer. Après avoir dit beaucoup de bien du marchand, Ronan vendit les bijoux et serra la main de Don. Hassel poussa un soupir de soulagement. Enfin, il n'aurait que plus à errer. Ronan mit sa main dans sa poche et commença à chercher quelque chose, disant qu'il voulait évaluer un autre objet. Bien sûr, Don accepte avec joie. Un œuf étoilé apparaît devant lui. Les garçons tentent de deviner ce que c'est. Le bijoutier lui-même est un peu perdu. En fait, c'était l'oiseau bleu qui avait laissé l'œuf cette nuit-là. Ronan avait déjà interrogé d'autres marchands à ce sujet, mais l'avis d'un bijoutier expérimenté était plus important. L'œuf d'étoile qu'ils ont reçu cette nuit-là hantait Ronan et Hazel. Ils étaient donc impatients d'en savoir plus à ce sujet. Au début, les garçons pensèrent que l'oiseau avait fait son sale boulot directement dans la main de Ronan. Par dégoût, le garçon jeta l'œuf sur le rocher. Après l'avoir jeté, il fut très surpris, car cet œuf inhabituel était également incroyablement résistant. Le rocher se brisa et resta indemne au sol. Les garçons furent choqués par cette situation. Don examine l'œuf et dit qu'il ne sait pas exactement à qui il appartient, bien sûr.
Mais il appartient certainement à une créature extrêmement rare et fantastique. Ce trésor pourrait certainement valoir une fortune. Ronan attend le verdict du bijoutier. Don continue d'examiner l'œuf de près, mais maintenant je fais attention aux détails et à sa texture. Ronan, rayonnant de bonheur, veut entendre le verdict dont il a besoin. Mais après tant de temps, le marchand conclut que c'est de la crotte de cheval. Il demande si c'est vrai. Ronan est dévasté. Bien sûr, le type dit que ce n'est pas vrai. On ne plaisanterait pas avec lui comme ça. Puis, se mettant à rire, Don dit qu'il ne sait pas ce que c'est, mais que c'est certainement quelque chose d'inhabituel. Ronan regarde à nouveau l'œuf et pense qu'il va devoir l'emmener dans un endroit spécialisé. Les gars ne peuvent pas simplement aller le vendre sans savoir de quel type d'œuf il s'agit. S'éloignant du sujet, l'homme demande si le marchand vend des livres sur Philéon. Le marchand les regarde avec surprise et leur demande s'ils parlent de l'académie par hasard. Les garçons acquiescent, confirmant les propos du marchand, affirmant qu'ils comptent postuler là-bas, mais qu'ils n'en savent rien. Le marchand est surpris par cette nouvelle, affirmant que c'est une belle coïncidence. C'est juste que sa fille envisage également de s'inscrire dans cette académie, elle les aidera certainement. Et puis une voix féminine se fait entendre derrière les garçons. Ils sont surpris. Qui est-elle? Et le marchand ajoute simplement que c'est sa fille. Une fille mince et irrésistible aux yeux verts les regarde. Elle s'appelle Maria. Ronan sursaute comme s'il l'avait déjà vue quelque part dans le passé. La fille aux yeux verts ne les quitte toujours pas des yeux et se dirige vers eux. Don lui demande de saluer les gars, en précisant que ce sont ses clients importants avec qui il a conclu une affaire importante. Maria les regarde avec surprise. Une fois de plus, Ronan et Hassel sont traités d'enfants. Don se met à crier sur Maria, lui disant de surveiller ses paroles. Après cela, il commence à s'excuser auprès d'Hassel et de Ronan. Hassel lui assure que tout va bien. Ce n'est pas la première fois qu'ils entendent cela. Hassel se tourne pour demander quelque chose à Ronan, mais il est trop occupé. Il s'approche de la fille. S'approchant d'elle, il lui demande si elle est vraiment Maria. Surprise, elle regarde Ronan. Ronan continue d'interroger la fille, lui disant son deuxième prénom, Sandy. La fille le regarde avec un choc encore plus grand et lui demande comment il sait tout cela. Ronan dit qu'elle ressemble beaucoup à quelqu'un qu'il connaît. Mais il connaît un côté légèrement différent de cet homme. Ronan continua d'interroger la jeune fille, lui demandant s'il peut lui poser une question, mais seulement à l'oreille. Le regardant toujours avec surprise, la jeune fille accepte. S'approchant, elle lui demande ce qu'il veut savoir. Et Ronan pose sa dernière question. « Écoute, Maria, aurais-tu par hasard… » Mais le garçon n'a pas eu le temps de finir de parler. La fille l'a interrompu.